Je viens de sortir le filtre du réservoir d'essence. C'est rempli de plaquettes de hashish aussi. Je ne savais rien, on m'a proposé un voyage, et voilà. Viens là, sors de la voiture. Tourne-toi, allez, tourne-toi. Là, on distingue toutes les boulettes de hashish. C'est comme un poulet farci. Ouvre la porte. Ouvre. À la pointe sud de l'Espagne, voici l'Andalousie, une province séparée de l'Afrique par les 14 km du détroit de Gibraltar et une trentaine de kilomètres du port d'Algeciras. C'est la porte d'entrée du cannabis, mais aussi de la cocaïne en Europe. Ici, la police livre une lutte sans merci aux trafiquants et tous les moyens sont bons pour eux pour faire rentrer la drogue en Europe. Directement sur des gros bateaux, à bord de petits surpuissants, mais aussi par voiture chargés sur ces ferries. Pendant plusieurs semaines, une équipe de télévision a suivi les forces de police qui tentent d'endiguer ce trafic. Aujourd'hui, comme tous les jours, des dizaines de bateaux déversent des flots ininterrompus de voitures venues du Maroc. Pour repérer les narcotrafiquants, la Guardia Civile compte sur un collègue à 4 pattes. S'il a l'air plutôt inoffensif, son flair est infaillible. Il vient de désigner la voiture de cet homme, à l'allure respectable. Vous pouvez descendre, monsieur? Il semble voyager avec ses parents, mais le chien a reniflé quelque chose d'anormal. Marco, regarde! Un policier vient de trouver une tablette qui ressemble à du hashish. Et ce n'est qu'un début. C'est mon collègue et le chien qui ont trouvé. Qu'est-ce qu'il y a? De la drogue. De la drogue? Dans la voiture, une incroyable quantité cachée un peu partout. Sous le siège même, où était assis le couple âgé, mais aussi sous les tapis de sol. Il y en a encore plein ici. Les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Je viens de sortir le filtre du réservoir d'essence. C'est rempli de plaquettes de hashish aussi. Le chien l'a senti parce qu'il associe l'odeur du plastique à celle de la drogue. Pour moi, ça sent l'essence. Mais le chien est capable de sentir l'odeur de ce plastique. Des dizaines de paquets supplémentaires. Une belle prise. Mais sur le port d'Algeciras, rien d'exceptionnel. Ce genre de prise arrive 2 à 3 fois par mois. Le passeur est conduit au poste de police pour être interrogé. Toi, t'es en état d'arrestation. Ce que veulent maintenant comprendre les policiers, c'est le rôle qu'ont joué les 2 personnes âgées. Je ne savais rien, on m'a proposé un voyage, et voilà. Moi, je ne comprends rien à ce qui se passe. C'est la vérité. Vous pouvez me couper un doigt, croyez-moi. Je n'ai rien à voir avec cette personne. Je ne la connais pas. En fait, quelques jours plus tôt, le passeur a proposé au couple de faire gratuitement le voyage avec lui. Les trafiquants multiplient les ruses, allant parfois même jusqu'à utiliser des enfants. Aujourd'hui, c'est une belle prise pour la Guardia Civile. 65 kilos de résine, soit une valeur marchande de 130 000 €. Une petite victoire dans la guerre qu'elle mène contre le trafic de drogue. 65 kg 100. Ce matin, dans la ville de Jerez, des policiers en civil s'apprêtent à intervenir dans une rue tranquille. Ils appartiennent au Greco, la nouvelle unité anticriminalité espagnole. Leur cible, un important revendeur de drogue, dont ils ont la photo dans leur portable. C'est celui-là. Il a un tatouage. Un tatouage dans le cou? Oui, Il a quel âge? 35 ans à peu près. Le suspect habite dans un appartement au 3e étage de cet immeuble. Les policiers repèrent les lieux. Ils décident d'aller inspecter l'arrière du bâtiment. Regarde, il peut passer de la fenêtre au balcon et prendre la fuite. Le bâtiment encerclé, l'arrestation peut commencer. L'appartement semble vide. Le chef de l'opération décide d'employer la manière forte. Comme il s'en doutait, le suspect est à l'intérieur.
Hé mec, Sors de là! pousse-toi. Ouvre la porte. Ouvre. La porte ne résiste pas longtemps. L'homme fait mine de sauter par la fenêtre. Les policiers ne lui en laissent pas le temps. Arrête-toi, ne bouge pas. Mets-toi par terre. Mets-toi par terre. Allonge tes jambes. Il est rapidement menotté. Pour Ricardo et les hommes du Greco, ce genre d'arrestation est devenu habituel. Cette unité d'élite est en première ligne dans la guerre que se livrent la police et les narcotrafiquants en Andalousie. À Cadix, quelque part dans un quartier résidentiel, Antonio Jiménez, le directeur régional du Greco, se rend dans un lieu stratégique pour son unité, un centre d'écoute pour surveiller les trafiquants. On arrive à notre base. Nous sommes dans une résidence qui est une villa non officielle. Cela nous permet de maintenir la discrétion la plus absolue. Et ça, c'est la clé de notre succès. Le lieu est tenu secret. Dans une Espagne en crise, la police redoute la corruption plus que tout. Salut les gars, ça va? À l'abri de cette maison, une dizaine d'hommes, triés sur le volet, se relaient jour et nuit pour écouter des heures et des heures de conversation. Allô? Tu te rappelles où on s'est vu la dernière fois? Oui? Un gros bonnet est sur le point d'envoyer un bateau au Maroc pour charger plusieurs tonnes de cannabis. Après 5 mois d'enquête, le Greco est prêt à frapper. Les policiers ont réussi à mettre une voix, un nom et un visage sur les principaux protagonistes du trafic. Le principal suspect est cet Espagnol qui dirige tout un réseau. Ce sont tous ces gens que vous voyez là. Au total, ils ont identifié une trentaine de complices. On est au moment crucial où l'on attend que le bateau qu'ils ont préparé sorte en mer, charge le hashish et le dépose sur les côtes espagnoles. Pour cela, il envoie un enquêteur à une centaine de kilomètres de Cadix, sur les rives du Guadarranque. C'est de là que le bateau des narcos doit partir. Nous ne sommes ni en Colombie, ni au Mexique. Pourtant, dans ce quartier résidentiel, ces demeures, protégées par de hauts murs et des caméras, sont souvent occupées par les trafiquants. Une villa est à vendre. Pour comprendre ce qui attire les narcos ici, nous nous faisons passer pour des acheteurs. Les propriétaires nous font visiter. Nous en profitons pour filmer discrètement les maisons environnantes. Ce qui retient notre attention, ce sont ces cours intérieures avec rampe d'accès direct au fleuve. Ces ouvertures secrètes sont des atouts très précieux pour les trafiquants. Et dans ce quartier, tout le monde sait que ces maisons qui donnent directement sur le fleuve sont très prisées par les narcotrafiquants, surtout les rampes d'accès qui permettent de décharger rapidement les cargaisons de hashish et de cocaïne en provenance du nord du Maroc. De tout temps, ils ont profité des rivières pour faire circuler des bateaux pneumatiques. Vous les avez déjà vus? Oui, très souvent. Les habitants ont rebaptisé le Guadarranque le fleuve de la drogue. Ces bateaux équipés de moteurs surpuissants filent à toute allure sur l'eau et ça rend la capture des narcos particulièrement difficile. Nous décidons alors de remonter le fleuve jusqu'à son embouchure, là où en décembre dernier, la police a fait construire cette barrière de sécurité. Un système de pieux en acier remplis de béton et unis entre eux par des barres métalliques, réputées indestructibles. Un projet à 230 000 € qui devait être la solution ultime pour mettre fin au trafic de drogue par cette voie-là. Mais les narcotrafiquants ont toujours une longueur d'avance sur la police. Ils sont parvenus à se frayer un chemin
en ce moment même réparée sous haute surveillance de la Guardia Civile espagnole. Un peu plus loin, sur le fleuve, nous retrouvons un policier du Greco. Il espère surprendre un bateau aujourd'hui. Il semblerait qu'ils n'ont pas détecté notre présence. On va s'approcher de notre point de surveillance en faisant très attention. L'enquêteur rejoint son collègue Eduardo, en planque depuis plusieurs heures. Et quelques instants plus tard, la patience des policiers est récompensée. Ils sortent, regarde. Regarde, elle est là. Bien, très bien. Ils étaient combien? 4 occupants et 2 moteurs. Ils sont habillés comme la dernière fois, en rouge et noir. Cette fois, une nouvelle base a été localisée. Et les policiers savent que le bateau reviendra bientôt du Maroc, chargé de drogue. Avec ces informations, le Greco espère porter un coup fatal à l'organisation. Quelques jours plus tard, 6 heures du matin, commissariat de Puerto de Santa Maria près de Cadix. Des dizaines de policiers sont sur le pied de guerre. Antonio, le patron du Greco, a décidé d'arrêter le chef des narcos. Un homme de 35 ans, réputé dangereux. Il peut être armé. C'est une opération à risque. Les hommes ont pris des précautions. C'est pas un délinquant habituel. Il n'a pas d'antécédent pénal. C'est un homme intelligent qui utilise des sous-fifres pour ne pas être impliqué. Il trafique de la cocaïne et du hashish. Le domicile de notre objectif est au fond de la première rue à droite. J'ai vu sa voiture. Les policiers se mettent en planque aussi près que possible du domicile du trafiquant. Mais celui-ci va bousculer leur plan. Soudain, une voiture blanche sort de la maison. Au volant, le suspect. Pas le choix, les policiers décident d'intervenir en pleine rue. À tous, l'objectif sort. La police va procéder à des arrestations en série pour démanteler le réseau. Et nous verrons que les trafiquants ne sont pas toujours de dangereux truands. Ce qui me fait peur, c'est que dans 8 jours, c'est l'anniversaire de ma fille. Et je ne pourrai rien lui offrir. Ce matin, grosse opération contre le chef des narcos. Les policiers voulaient l'arrêter chez lui. Mais l'homme sort avec sa voiture. Pris de court, ils doivent agir dans l'urgence. Viens là, sors de la voiture. Tourne-toi, allez, tourne-toi. Présumé dangereux, l'homme est menotté sans ménagement. Il n'oppose aucune résistance. Une fouille rapide montre qu'il ne porte finalement pas d'armes. Sous bonne garde, le suspect est conduit chez lui pour la perquisition. Antonio espère trouver les preuves qui permettront d'inculper le caïd. Ou au moins de l'argent, car il sait que les gros bonnets détiennent rarement beaucoup de drogue chez eux. Censé être au chômage, l'homme vit dans une grande villa avec piscine. La maison est fouillée de fond en comble. Mais à l'intérieur, rien à signaler. La perquisition se poursuit dans une cabane de jeux pour enfants. C'est là qu'un policier fait une première découverte intéressante. Et ça, c'est quoi, mec? Comment je saurais si tu me montres pas? Tu devrais savoir, non? Ah, ça! On l'a acheté parce qu'on a fait une soirée déguisée. Je l'ai trouvé sur Internet. Le suspect tente de se justifier. Mais le t-shirt en question est le même que celui de la brigade spéciale. Plus surprenant encore, il y a aussi une vraie plaque de police. Ils se font passer pour des policiers. Soit pour tromper les vrais policiers, soit pour tromper d'autres trafiquants et voler leurs marchandises. Ça se fait beaucoup depuis quelque temps. Tu vas écoper d'une sérieuse amende. Mais c'est pas illégal? C'est ça, mec. Bien sûr que c'est illégal. Quelques instants plus tard, les policiers finissent par trouver quelque chose de plus compromettant. Et ça ne s'achète pas dans un magasin de farce et attrape.
C'est la presse qu'ils utilisent pour mouler des tablettes de cocaïne. Ils mélangent de la cocaïne, une autre poudre et du dissolvant pour faire une pâte compacte. Ainsi, ils augmentent le bénéfice en diminuant la pureté de la cocaïne. Une greffière enregistre les découvertes des policiers. Et dans la chambre, bingo. Dans un tiroir, un gros paquet de poudre blanche qui doit être de la cocaïne. Et dans un sac, encore des stupéfiants. Une véritable imprudence de la part d'un caïd. Il y a même des boulettes de hashish conditionnées pour être avalées par les passeurs. Une belle prise. Conduit au commissariat pour être interrogé, le trafiquant sera finalement inculpé. Dans les jours qui suivent, des dizaines d'opérations sont lancées dans toute l'Andalousie. La police espagnole filme les arrestations qui s'enchaînent. Dans cette lutte difficile, la police a en atout redouté des trafiquants, la saisie de leurs biens. Ce matin, Manuel, de la Guardia Civile de Cadix, nous emmène dans un lieu secret, l'endroit où la police andalouse conserve son trésor de guerre. Derrière ce portail qui ne paye pas de mine, c'est la caverne d'Ali Baba. Entrez. Voitures, bateaux, motos, camions, des centaines de véhicules saisis aux narcos. Avec Manuel, nous allons découvrir que leurs moyens sont sans limite. Les moteurs sont les plus puissants qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Et un bateau de ce type peut coûter aux narcotrafiquants environ 120 000 €. Là, vous avez une embarcation qui peut transporter jusqu'à 3500 kilos de hashish. Les membres de l'équipage bloquent leurs pieds dans cette sangle. Et ils ont ce dossier pour ne pas être éjectés. Car les trafiquants sont prêts à tout. Et quand ce n'est pas sur l'eau, ils sévissent dans les airs. Posés sur ces containers, 2 hélicoptères de marque française. La cargaison était placée là. 800 kilos de hashish. Dans ce cas, le pilote volait seul pour augmenter la capacité de charge. Aucun des instruments ici ne fonctionnait. Il volait avec une simple carte et un viseur nocturne. Mais ce qui fait le plus plaisir à Manuel, c'est quand la police s'attaque aux signes extérieurs de richesse et de puissance des narcos. Comme avec cet énorme 4x4. En Andalousie, les trafiquants aiment afficher leur fortune, ce qui donne envie à d'autres de les imiter. Dans une région où la majorité n'a pas de travail et n'a pas à manger, voir quelqu'un qui dépense de l'argent sans compter, avec un engin comme celui-là, qu'est-ce qu'ils vont penser les jeunes? À qui ils voudront ressembler? Yacht, voiture de luxe, club de plage à la mode, Marbella et son port, Puerto Banús, sont le paradoxe d'une Andalousie en crise. La région est de plus en plus pauvre. Ici, 1 personne sur 3 est au chômage. Résultat, attirés par l'argent facile des narcotrafiquants, certains chômeurs, vous allez le voir, n'hésitent pas à se mettre à leur service. Retour au port d'Algeciras. Dès 9 h du matin, les ferries déversent leurs passagers en provenance du Maroc. En commençant son service, Ramon, le chef d'équipe de la Guardia Civile, sait que certains d'entre eux ont pris le risque de transporter de la drogue dans leur estomac. On appelle ça les mules et ils passent surtout du cannabis. Les trafiquants ont l'habitude de se glisser dans la foule pour passer inaperçus. Sa méthode pour les repérer, aller au-devant des 300 passagers qui viennent d'arriver de Ceuta, l'enclave espagnole du Maroc. En général, on fait plus attention aux premiers qui sortent, parce que quand on est nerveux, on veut sortir le plus vite possible. Les premiers sont ceux qui ont le plus de chances de se faire prendre. Cet homme, un peu fébrile, avec sa valise rouge, a attiré l'attention du policier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Maçon. Le policier conduit le suspect à l'écart pour une fouille. Et très vite, ses soupçons vont se confirmer. Il a des boulettes de hashish cachées sur lui. Et il est possible qu'il en ait avalé. Et celles qu'il n'a pas pu avaler, il les cachait sur lui. On va voir ça. 5 boulettes de résine, enveloppées dans du papier cellophane. C'est ce que les passeurs ingèrent quand ils veulent échapper au contrôle. Pour Ramon, l'homme détient sûrement beaucoup plus de drogue. C'est tout ce que vous avez sur vous? C'est mieux de me le dire maintenant. C'est tout ce que j'avais sur moi.
Mais j'ai avalé 95 boulettes. Vous êtes en état d'arrestation pour trafic de drogue. Cet homme est une mule, un passeur de drogue qui en général ne travaille pas pour son compte, mais pour des dealers espagnols. Son estomac sert de cache. On va te faire une radiographie. Sa garde à vue va durer 72 heures, le temps pour lui d'expulser toutes les boulettes de hashish qu'il a ingérées. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que j'avais pas d'argent, donc il faut le gagner d'une manière ou d'une autre. Vous n'aviez pas peur de passer de la drogue? Ce qui me fait peur, c'est que dans 8 jours, c'est l'anniversaire de ma fille. Et je ne pourrai rien lui offrir. Comme plus d'une personne sur 3 en Andalousie, l'homme est sans emploi. Pour certains, le trafic est l'ultime recours afin de gagner rapidement de l'argent. Il n'y a pas de matelas? Non, il n'y a pas de matelas tant que vous n'avez pas expulsé la drogue. Demain, si c'est fait, vous passerez devant le procureur et vous dormirez ailleurs. Ingérer de la drogue est dangereux, cela provoque de graves douleurs et parfois des hémorragies qui peuvent entraîner la mort. Dans la pièce à côté, un homme paraît très mal en point. C'est une mule, lui aussi. Il en a tellement mangé que son corps ne supporte pas. L'homme est marocain et il est loin d'avoir expulsé tout le hashish qu'il a avalé. Tu en as expulsé 12. Ça va? Ramon vient de recevoir la radiographie de son estomac. Là, on distingue toutes les boulettes de hashish. C'est comme un poulet farci. Il y en a au moins pour 1,5 kg. C'est sûr. Ces passeurs peuvent ingérer jusqu'à 2,5 kg de hashish, 250 boulettes. Une goutte d'eau dans l'océan du trafic entre le Maroc et l'Espagne. Mais le profil des dealers en dit long sur la situation de la région. En Andalousie, chacun se débrouille. L'ultime solution est souvent de participer au commerce de la drogue, une des seules activités qui recrute. Marie-Angèle et Elena sont 2 sœurs dont les maris sont tombés pour trafic. Ils sont en détention préventive en attendant leur procès. Depuis l'arrestation de leur mari, les 2 sœurs ont tout perdu. Sans ressources et avec 4 enfants à charge, Elena et Marie-Angèle n'ont pas eu d'autre choix que de retourner vivre chez leurs parents. En temps de crise, les familles andalouses sont de plus en plus nombreuses sous le même toit. Pour les 2 sœurs, la descente aux enfers a commencé par la perte d'emploi de leur conjoint. Du jour au lendemain, les dettes s'accumulent. Pris à la gorge, les hommes se mettent à travailler pour les narcotrafiquants et finissent en prison. Une situation qui touche toute la famille. Mes jambes? Il a beaucoup d'émotions. Il va pleurer. Il va pleurer. Dès qu'il parle de ses gendres, il est ému parce qu'ils ne sont pas de mauvais gars. Et tout cela le touche beaucoup. Vu la situation, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils n'avaient pas le choix. Parce que pour l'un, on allait saisir sa maison et pour l'autre, on lui avait déjà saisi. Et parce qu'ils n'avaient rien à donner à manger à leur famille. Dans cette région ravagée par le chômage, tout le monde est touché. Même les artisans et les petits patrons. À la tête d'une menuiserie, Carlos est lui aussi passé par le trafic de drogue et la prison. Il y a 4 ans, ce père de famille avait une dizaine d'employés. Il a été obligé de les licencier. Ça, c'est l'atelier. Il fait tout lui-même et il est en colère contre ceux qu'il tient pour responsables de la situation. Bien sûr, c'est triste. Par exemple, le client qui m'a amené ces portes, ça fait 4 mois qu'il les a laissées. Parce qu'il n'a pas d'argent pour les retirer. C'est toute une chaîne. Les seuls qui ont les poches pleines ici, ce sont les politiciens. Nous autres, on paie pour sauver les banques. Pour se rendre compte de l'ampleur du désastre, il suffit de faire un tour dans le quartier. Cet atelier de miroiterie, ils étaient 18 employés, plus le père et les enfants. Et il a fermé.
Ricardo a fermé aussi. Il avait 14 employés. Et celui-là en face, pareil. La menuiserie métallique, 25 employés, fermés. Comme eux, Carlos a fait faillite. Et c'est le jour où il est allé vendre sa voiture que tout a basculé. Le garagiste lui a suggéré de la garder et de l'utiliser pour passer de la drogue. Je me suis dit pourquoi pas. Je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Le problème c'est que comme ça a bien marché la première fois, après, t'en fais une autre. Sa carrière de trafiquant a alors commencé. Pendant des mois, il a convoyé du cannabis du Maroc vers l'Europe. Carlos a gagné beaucoup d'argent, jusqu'au jour où il s'est fait prendre avec 250 kilos de marchandises. Ce sont des affaires où tôt ou tard tu tombes. Ici, personne ne part à la retraite sans avoir fait de la prison. Et pas qu'une fois. Carlos a fait 20 mois de prison et il s'est fait prendre ici, sur le port d'Algeciras. Aujourd'hui, la prison ne semble plus dissuader personne en Andalousie. Et les narcotrafiquants savent que leur business n'est pas menacé, leur main-d'œuvre est nombreuse et remplaçable. Quelques jours après ce tournage, les procès des époux d'Elena et de Marie-Angèle ont eu lieu. Ils ont été condamnés à 4 ans et 3 ans et demi de prison. Chaque semaine, en Andalousie, des affaires comme celle-là sont traitées. Merci de nous avoir suivis. L'émission se poursuit sur les réseaux sociaux. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter.